créateurs d'entreprises qui durent sont des héros des temps modernes. Je m'appelle Jean Barluet, développeur de business et passeur d'histoire. Je roule sur un quart nord-ouest de la France à la rencontre des patrons de boîtes. Avec le podcast Small is Beautiful, nous irons écouter chez eux ces entrepreneurs qui nous racontent les premières années de leur entreprise, les premiers contrats, clients, fournisseurs, toute la fragilité et l'excitation des débuts. Eh bien bonjour, je suis aujourd'hui avec Bakary Camara. Bakary, tu es le patron de la société TipTop et également de VBcam ou Becam, si j'ai bien fait mon travail de recherche. Nous sommes dans tes locaux à Bois-Guillaume. Tu nous fais la gentillesse de nous recevoir. Tu vas nous raconter pas mal de choses. D'abord, qui t'es, ton parcours, tes études si tu en as fait. Comment tu commences la vie professionnelle? Est-ce que tu commences un petit peu salarié ou pas? Est-ce qu'il y a un déclic? S'il y a un déclic, lequel il est? Comment tu as cette idée de te mettre à ton compte il y a maintenant bien 15 ou 16 ans si j'ai su compter au moins? Ouais. Et puis bien sûr la formidable histoire du protège tibia initial que tu as fait, le protège tibia du futur que tu vas proposer. Bakary, est-ce que tu veux bien te présenter à nous s'il te plaît? Bonjour Jean, effectivement je suis ravi de t'accueillir ici dans nos locaux dans lesquels on est rentré il n'y a pas si longtemps que ça, c'était au mois de mai. Voilà, donc je m'appelle Bakary Camara, effectivement, donc je suis président alors de la SAS VBcam. Alors VBcam qui signifie tout simplement Virginie Bakary Camara. Voilà. Il y a un clin d'œil les deux fondateurs. Au footballeur ou pas un peu? Alors dans mon adresse mail, c'est becam @mytiptop.com. Effectivement, le Becam tombe à point puisque là, ça tombe sur un des grands joueurs qui a marqué l'histoire du foot. C'était volontaire de ta part, ça? Ouais. Tout à fait. Okay. Ouais, complètement. Donc voilà, cette startup qui s'appelle VBcam, effectivement, et qui a pour vocation, en tout cas pour le moment, de gérer l'ensemble d'une gamme de produits et bientôt services sous la marque TipTop. Donc une marque qui a été créée il y a un peu plus maintenant de 17 ans, 18 ans. D'accord. Voilà. Ok. Comment tu commences? T'es d'origine rouennaise à la base? Alors, je suis d'origine normande, mais je viens de l'Eure. Ok, voilà. Ouais, ça marche aussi. J'ai grandi à Passy-sur-Eure, exactement. Ok. Là aussi où j'ai commencé à jouer au football. Malgré que je sois né dans les Yvelines dans le 78 et que j'y ai habité aussi jusqu'à 10-11 ans à peu près. Okay. Et ensuite, donc, mes parents nous ont fait déménager dans l'Eure, jusqu'où je suis allé jusqu'au lycée à Évreux. Et donc, je suis arrivé en région rouennaise pour mes études à Mont-Saint-Aignan. Ouais. Et je n'ai plus bougé de Rouen. J'ai adoré Rouen et je m'y suis attaché. Et j'ai déjà eu plein de vie à Rouen et j'en suis très content. Ok. Tu fais des études à la fac de Mont-Saint-Aignan? Tout à fait, ouais. Donc j'ai démarré à Mont-Saint-Aignan à l'IUT. Ouais. Par 2 années d'IUT technique de commercialisation. Ok. Donc j'ai eu mon DUT et ensuite j'ai enchaîné sur 2 années à l'IUP, donc gestion et management des PME PMI, ouais. Où j'ai fait donc licence maîtrise. Ok. Pour terminer sur un DESS ingénierie d'innovation, mais tourné alors psychosociologie des entreprises, à savoir conduite du changement en entreprise. Ok. Voilà, pour terminer mon 3e cycle d'études. Ah ouais, donc un bon gros bagage d'études quand même. Ouais, ça va. Alors complètement, poussé par mon père à chaque fois parce que à chaque étape, à chaque diplôme obtenu, limite je voulais arrêter et me mettre sur le marché du travail. Ouais. Et ça a été à chaque fois la volonté de mon père de me pousser. Alors pas sous la menace, mais d'ailleurs je le remercie aujourd'hui. Mais voilà, à chaque fois me trouver les bons arguments pour dire c'est dommage. T'es à ce niveau-là, fais encore une année, ouais. Tu le regretteras pas. Et ça a duré jusqu'à la 5e année d'études. D'accord, ok. Ouais, donc encouragé. Parallèlement à ça, t'es sportif footballeur forcément, non? Ouais, tout à fait. Ouais, je joue au foot depuis que je suis tout petit. Alors, ça a été au quartier tout le temps où j'étais au Muro dans le 78. Ouais. Et puis dès que je suis arrivé effectivement à Passy-sur-Eure,
Là, tous mes voisins étaient au club de la ville, on va dire village, mais la ville. Ouais. Et là, effectivement, c'est là où j'ai eu ma première licence. Et donc, depuis ce temps-là, là, jusqu'à aujourd'hui, mes 44 ans, où je continue à jouer. Ouais. T'as toujours chaussé les crampons, quoi. Ah, toujours. Quel Ok. que soit le climat, j'ai toujours chaussé les crampons. Ouais. Génial. Ouais. Donc, tu finis tes études à quelle année à peu près Alors, ton DESS? j'ai mon dernier diplôme. Ah, c'est toujours difficile les dates quand on n'a pas le CV devant soi. En Je me gros. demande si c'est pas 2000. Non, 95, je crois. Ok. Ouais, par là, ouais. 95, donc Ouais. tu quittes la fac. Tout à fait, 95, quitte la fac. Et c'est en 2003 où donc je crée ma première entreprise, en fait. Alors, avant ça, Oui. est-ce que tu peux nous raconter la période entre la fac rapidement, hein, Ouais. Alors j'ai une période effectivement où lors de mon DESS, donc qui je le rappelle est donc autour de la conduite du changement en entreprise, Ouais. je fais un stage long de conduite de démarche 5S, donc dans la qualité, et une superbe expérience dans une vieille entreprise, une vieille corderie qui existe toujours, je crois aujourd'hui. Mais avec voilà tout ce qu'il y a de plus ancien dans le management, dans le rangement, dans c'est l'organisation. Mmh. Donc un superbe chantier pour moi et donc un superbe stage qui se déroule très très bien. Et je veux en faire mon métier. Mmh. Mais malheureusement, pas suffisamment d'expérience et puis très peu d'offres sur la gestion de la qualité en Normandie. Bon, surtout que voilà, je n'étais pas suffisamment expérimenté tout simplement. Et du coup, le seul secteur qui m'accueille pour démarrer à gagner ma vie, c'est le secteur bancaire. D'accord. Donc j'ai commencé par une petite année conseiller bancaire à la Caisse d'épargne. Ouais. Et puis pendant mon parcours à la Caisse d'épargne, je rencontre quelqu'un qui me dit ouais, tu devrais voir l'informatique, ça recrute bien, et puis il y a des beaux salaires, ton statut ingénieur, etc. Mmh. Donc je m'y suis intéressé, j'y suis allé, j'ai candidaté, on m'a pris. J'avais jamais fait de développement informatique, on m'a formé pendant un mois vraiment de manière très très intensive. Et au bout d'un mois et demi, j'étais projeté dans un projet de maintenance de systèmes d'information à l'époque à la Défense. Pour développer, alors voilà, faire de la maintenance de serveurs Unix, développer sur des bases Oracle, du langage SQL et tout ça. Oh, Enfin, ça voilà. va faire mal au crâne, ça. Ouais, non c'était. Alors, j'en garde un très bon souvenir, hein, malgré vraiment des passages un peu compliqués. Parce que là, à l'époque, vous êtes vendu comme ingénieur alors que vous venez de démarrer. Ouais. Voilà, faut l'assumer, quoi. Surtout quand on est tout seul ou à deux sur un projet, faut vraiment l'assumer. Donc, très formateur en termes d'adaptation. Bah oui. Ouais, et puis d'apprentissage. Donc, non, j'ai fait ça pendant 2 ans quasiment, à faire des allers-retours entre Rouen et Paris en train. Mmh. Et puis, vers la fin, j'ai voulu... Donc, il y avait une agence de cette entreprise qui m'embauchait là-bas. Elle avait une agence à Rouen Ouais. et qui a fini par fermer. Donc, j'ai pas pu faire ma mutation ici. Et donc là, ça a cogité. Et j'ai eu beau chercher dans tout ce que je pouvais faire en tant que salarié. J'ai pas vraiment trouvé. Et alors, naturellement ou pas, mais je me suis intéressé un petit peu à lier ma passion et ce que je voulais faire comme métier. Mmh. Et là, les deux se sont rejoints et j'ai créé ma première boutique spécialisée de football à Rouen. Alors, raconte-nous ça. Donc là, on est en 2000... Donc là, on est en 2003. 2003. Ouais. Là, Ok. on est en 2003, sachant qu'en 2001, pendant que je suis encore ingénieur en informatique, je joue au foot. Et j'ai une problématique qu'ont tous les joueurs de foot, c'est que Ouais. je prends de la bande adhésive, alors de la pharmacie ou même parfois du Chatterton pour faire tenir mes protèges tibias. Et en 2001, je constate que c'est la problématique pour tous les joueurs amateurs et les joueurs professionnels. Et là, j'ai cette idée de creuser et partant d'un élastique basique, hein, de la mercerie du coin, je vais jusqu'à élaborer tout un système dans la technique de la contention élastique Délire. pour créer le premier maintien de protège tibia élastique. Donc je dépose le brevet en 2001 Ok. et ça nous emmène alors parce qu'il y a tout un process, hein, dans le dépôt de brevet. Effectivement, il y a
toute une série de rapports de recherche, etc., d'attentes de ce qu'on appelle de revendications et d'opposition de potentiels gens qui auraient déposé des choses un peu proches, ou etc. C'est un espèce de temps administratif de vérification Exactement. que t'es bien le seul ou que... Ouais, Tout à fait. Et donc moi qui suis en poste, je laisse ça traîner, et puis je me réveille au bout de 2 ans, je me dis mais au fait j'avais déposé un truc, j'ai toujours pas de réponse. Ouais, ok. En fait j'ai bien fait d'appeler l'organisme donc dédié à ça, l'INPI à Paris, et qui me dit effectivement on a oublié de vous répondre, mais c'est bon, c'est validé. D'accord. Donc en 2003, quand je démarre ma première boutique à Rouen, je me retrouve avec une boutique et puis à côté un brevet sur un produit qui n'attend qu'à être exploité. Et ta boutique, elle vend pas que le produit que t'as breveté en fait. Alors elle ne vend surtout pas le produit que j'ai breveté. D'accord. Au tout départ, elle ne vend que ce que j'achète des grands équipementiers, type Nike, Adidas, etc. Mon objectif sur cette boutique, c'est de compléter l'offre, ou en tout cas de faire complètement différemment que ce que peuvent proposer des enseignes comme Go Sport, Decathlon, etc. Oui. Donc je sors des maillots de Marseille et PSG, et j'y ajoute Lyon, j'y ajoute Nancy, j'y ajoute voilà, tous les petits clubs, plus des maillots du bout du monde, d'Amérique du Sud, etc. Pareil au niveau des chaussures. Je propose des choses qui n'ont jamais été proposées dans les magasins, donc des chaussures haut de gamme, un petit peu chères, bien sûr, et puis voilà, tout un tas d'accessoires aussi pour les supporters, donc des écharpes, des bonnets, voilà, je me lance complètement là-dedans. D'accord. Ah, elle est où cette boutique dans Rouen à l'époque ? Alors elle était rue Percière au Rue démarrage. Percière. Ouais, une petite boutique de 40 mètres carrés pour commencer. Ok, donc toi tu vas chercher des produits qu'on trouve pas ailleurs. Si Exactement, j'ai bien compris, c'est ça. pour pas te faire éclater par Decathlon, Go Sport et toute la bande. Tout à fait. Ok, comment tu les sources tes produits à l'époque ? En allant frapper à la porte des équipementiers. Hein. Carrément. Donc ouais, je regarde un petit peu ce qui se fait. Alors à l'époque c'est pas encore Internet, hein, c'est pas du tout ça. Donc non, je me documente, je regarde un petit peu les revues spécialisées, les magazines, etc. Je regarde aussi beaucoup les joueurs de foot professionnels, voir ce qu'ils ont au pied. Et là je trouve des marques italiennes, espagnoles de chaussures. Je regarde un petit peu aussi tous les maillots qui existent, et là je me débrouille pour trouver le contact du commercial qui s'occupe de la vente des produits sur le secteur, et puis voilà, c'est comme ça. Ok. Donc j'arrive à convaincre Adidas de venir dans une petite aventure comme ça, Nike aussi. Alors eux sont venus un petit peu plus tard, hein, il a fallu attendre peut-être 6 ou 8 mois. Il y a des marques qui se sont engagées sans problème dès le départ, comme Puma ou Willsport, des choses comme ça. Ouais. Donc au départ on commence pas avec tout ce qu'on veut comme produit. Et puis au petit à petit j'ai réussi à intégrer pas mal de marques. T'as un peu d'argent de côté à l'époque pour te lancer avec un pas de porte et tout, non ? Ou Alors sortant de mon poste d'ingénieur, effectivement, j'ai un petit peu d'argent de côté, pas beaucoup. Hein. Je crois que ce que j'ai investi au tout départ, ça correspond peut-être à un salaire. Donc à l'époque c'est 12 000 francs. Ok. Donc j'ai investi mon dernier salaire, et puis ça a démarré comme ça avec un petit prêt bancaire. Un peu de chômage déjà à l'époque, non ? Il n'y avait pas ce système-là ? Un petit peu de chômage, mais le chômage, je le garde pour moi à cette époque-là, pour pouvoir vivre. Ouais. Et pour dire même, je fais même le pari d'embaucher directement quelqu'un. Ah, direct. Ouais, dans la vente, parce que même si j'avais cette idée effectivement d'avoir une boutique, je ne me voyais pas moi être au quotidien dans la boutique et être vendeur dans cette boutique. Okay. Donc il faut que je trouve à ce moment-là un vendeur qui ait une expérience. Et qui est aussi une expérience de la mise en rayon, des commandes, de l'achat dans la etc. Donc je fais le pari de tout de suite embaucher un vendeur que je débauche d'ailleurs d'une enseigne pas loin. Et puis moi je m'occupe plus de la partie un peu développement, m'occuper aussi des relations qu'on peut faire avec certains clubs aussi, parce que du coup on développe une petite offre dédiée au club. Okay. Donc voilà comment ça démarre. Ok, donc ça commence comme ça, et dès le début c'est rentable, parce que si t'as un vendeur, t'as des charges. Ouais, tout à fait, mais dès le début on a effectivement on a une activité assez encourageante. Parce que c'est une offre unique dans le secteur. Okay. Donc on a des gens qui viennent d'assez loin en Normandie pour trouver vraiment la perle rare. Donc et puis bon, on avait quand même bien monté le financement au départ. Donc
On avait prévu d'être au moins une année sans faire trop de chiffre d'affaires. Enfin voilà, on a bien assuré au niveau du fonds de roulement. Donc non, ça va, on a réussi à assumer dès le départ. Alors le pas de porte, effectivement, quand on démarre comme ça, on cherche pas à être sur de l'emplacement numéro 1. Donc on a trouvé le petit local qui était un petit peu à l'abandon depuis quelques temps, sans avoir de droit d'entrée, sans savoir, voilà, et c'est parti comme ça. Tu l'as rafraîchi un peu. Ouais, exactement. Okay. Ah bah oui, je me rappelle des travaux de peinture qu'on a eu à faire. Ok, ouais, donc c'est vraiment avec une grosse dose de débrouillardise quand même. Complètement. Okay. Mais ça a toujours été ça. Dans tout ce que j'ai entrepris, il y a beaucoup de débrouillardise. Parfait, génial. Ouais. c'est ce que j'aime. Donc tu commences comme ça. Au bout de quelques temps, tu as le droit d'exploiter et de vendre ton propre produit également dans ce magasin ou... Alors donc oui, donc il se passe peut-être, 2 années à peu près, avant que je commence vraiment à m'occuper de mon produit, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire au lancement d'une boutique comme ça. Dans les 2 années, j'ai aussi alors c'est pas mon épouse encore à ce moment-là, mais j'ai ma femme, donc celle qui va devenir ma femme beaucoup plus tard, qui elle est responsable d'exploitation dans une société de transport, et bien me rejoint aussi au magasin. Et puis du coup ça me laisse moi un petit peu de temps, et du coup je commence à m'occuper de mon produit. D'accord. Donc je ressors mon brevet, au culot, je démarche le leader de la contention élastique en France, qui est Tuan dans la Loire. D'accord. Et je tombe sur le Géo trouve tout de la boîte, responsable d'études et développement, à qui j'ai mis 10 minutes à convaincre sur le bien fondé de mon projet. Et c'est parti. C'est-à-dire que une semaine après, j'avais déjà des prototypes que j'envoyais à des joueurs de foot, amis joueurs de foot professionnels à moi qui jouent à Auxerre, etc. Et puis c'est parti, le produit comme ça, en mode R&D. Donc tu trouves le mec, tu le convaincs en 10 minutes, en 10 jours tu as ton premier prototype. Tout à fait, ouais. Et par ton réseau, tu le fais tester par des mecs qui sont pros, quoi. Voilà, je le fais tester par des mecs alors des amis à moi qui ont joué avec moi ou que j'ai croisés et qui sont devenus joueurs de foot professionnels, pas beaucoup, hein, 2, 3. Jean-Pascal Mignot à Auxerre, Christophe Mélin à Nice. D'accord. Et ça part comme ça, c'est-à-dire que là je reçois des coups de fil du vestiaire, avec Djibril Cissé au bout du fil, Philippe Mexès qui me dit attends, je veux aussi un truc comme ça. Et vraiment l'histoire est vraiment partie comme ça. Donc bouche à oreille dans les vestiaires. Tout à fait, ouais. On a un mec qui a résolu le problème de ce foutu protège tibia qui se barre tout le temps. Exactement. D'accord, ok. Ouais. Génial. Donc l'histoire part comme ça. Donc là, tu comprends bien que je commence vraiment à me détacher entre guillemets de l'activité du magasin, mais vraiment pour y amener des nouveautés et pour développer en extérieur. Donc à côté de cette visibilité, cette légitimité que je cherche avec les joueurs de foot professionnels, c'est vraiment pour pouvoir lancer de manière importante le produit, et puis surtout que j'ai un industriel derrière qui me fournit comme ça de manière entre guillemets non officielle. On est encore en période de R&D là. Ouais, parce que lui, il lui faut du volume pour... Exactement. Ouais. Donc ce volume-là, on commence à l'obtenir parce qu'on passe de 10 paires comme ça envoyées la semaine à une centaine de paires bientôt. Donc une demande qui commence à être assez forte. Alors l'anecdote aussi à cette époque-là, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, l'internet n'est pas encore ce que c'est aujourd'hui. Oui. Et donc moi, pour me faire un petit peu mon book, etc., je récupère toutes les coupures de presse où on voit mon produit parce qu'il est visible. Surtout que j'ai la bonne idée dès le départ de le marquer, donc de mettre le nom, le numéro du joueur, un drapeau, etc. D'accord. Et donc tout de suite, donc je récupère la une du France Football avec un joueur qui est dessus. Enfin voilà, toutes les coupures de journaux possibles et imaginables. Et c'est mon premier book. Et c'est avec ce book-là que je me balade au travers des clubs de foot professionnels, des centres de formation, etc. Et que je commercialise directement mon produit, quoi. D'accord, ok.
Oui, parce que oui, idée de génie, effectivement, tu personnalises ce bout d'élastane, c'est ça Ouais, c'est ça, techniquement on peut dire ça. Oui, pour qu'à chaque fois qu'on le croise, on sache que c'est le numéro 10 de telle équipe. Exactement. Ok, Tout à d'accord. fait. Tout à fait. Donc tu fais ce fameux book, Oui. et il va te servir à quoi celui-là? À aller chercher d'autres clients encore, à dire C'est ça. Là, je pars sur. Alors, avant de faire ma tournée, là, j'ai effectivement mon industriel qui me dit bon, on commence à avoir Ouais, des volumes. Faudrait qu'on trouve un petit contrat pour avancer, collaborer ensemble. Et donc là, on établit ensemble un premier contrat de licence d'exploitation de marque et de brevet. ok, Et là, ça va très vite parce que Tuan, voilà, c'est un fabricant de tout ce qui est prothèses, orthèses, etc. Réputé dans le domaine semi-médical aussi, voire d'accord. médical. Donc voilà, référencé non seulement dans les grandes enseignes du sport, Go Ouais, Sport, Decathlon, etc., mais aussi dans les pharmacies. Et il se trouve que ils ont la bonne idée de référencer et de mettre mon produit aux couleurs de leur marque. Donc me le packager, etc. Et là, ça va très vite. On fait tout de suite des volumes de 80 000 paires par an. Et ça met un vrai boost, non seulement à la marque, parce qu'on fait un espèce de co-branding, non, ça met un boost à la marque. Et puis, surtout, voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de ventes. Donc, alors on peut chiffrer un peu pour voir les volumes. Tu dis 80 000 paires par an. À l'époque, tu vends ça combien ouais, de manière progressive. Hein, la première année, tout de suite, ça fait 20 000 paires. Et puis ça monte comme ça monte d'année en année. Ok, Euh, on est sur, oui, maintenant je peux le dire, mais on est sur des prix de vente. Alors, eux vendent à des magasins autour de 4,50 €, 5 € hors taxe à peu près. Et puis, c'est 10%, 12%. Entre 10 et 12% pour moi. de marge pour toi? Alors, c'est pas de la marge, de la redevance, des royalties. D'accord, ok. Voilà, voilà. Ah, c'est encore mieux ça, non? Ouais, c'est très bien, ouais, bien sûr. Alors moi, ça me permet quoi? Déjà, ça me permet aussi d'être un complément de revenu. Bah oui. Ça me permet un complément de revenu. Et puis à côté de ça, je prends aussi sur ce revenu-là pour faire mes missions un petit peu de prospection et de visibilité. Hmm. C'est là où je mets un peu de sous dans mes déplacements pour aller participer à des compétitions nationales, voire internationales. Je me rappelle être allé en Égypte, à la Cannes. Je me rappelle être allé voilà, dans d'autres pays étrangers pour poursuivre des compétitions internationales. Et là, j'y allais voilà, avec ma valise pleine de maintien tip top. Alors là, tu fais un super coup parce que du coup, tu as la carte bleue professionnelle pour couvrir ce déplacement. Et en plus, enfin, j'imagine que tu prends un kiff pas possible. Ah hein. bah complètement, complètement. C'est une vraie immersion dans le milieu professionnel dans lequel j'ai jamais été. Et Ouais. cette proximité avec les joueurs, enfin j'ai des images plein la tête quand j'évoque la CAN, je crois que c'est mon meilleur souvenir. Donc moi je suis de nationalité, je suis d'origine sénégalaise. Ma mère est sénégalaise et mon père mauritanien. Ouais. Et je me rappelle de cette Coupe d'Afrique où je suis accueilli dans le camp de base des Sénégalais à Ouais. boire le thé dans la chambre avec 10-15 joueurs. Enfin c'est magnifique quoi. Ah ouais, tu C'est as des magnifique. images plein la tête. Ah ouais, c'est magnifique. Ouais. Donc voilà, donc des moments sympas, des moments moins sympas où il faut attendre dans le froid à côté d'un bus que les joueurs arrivent pour leur remettre leurs produits. Mais voilà, tout ça c'est une belle aventure en tout cas. C'est une belle aventure. Donc là, tu as bien développé ce produit que tu as inventé. Et parallèlement à ça, tu as toujours le magasin qui tourne à Rouen. Et voilà, et j'ai toujours le magasin qui tourne et j'ai le magasin qui évolue. Il passe même de 40 mètres carrés à 90 mètres carrés. On déménage. Okay. Ouais. On se rapproche de l'hyper centre puisque là, on arrive vraiment au pied du palais de justice, entre la rue du Gros Horloge et le palais de justice. Là, on change de dimension. Il faut que je revienne un petit peu même au magasin parce que les volumes sont complètement différents, les volumes de vente, les volumes de stock à gérer, etc. Donc les amplitudes d'ouverture, enfin voilà. T'as plus de personnel aussi, non? Et on embauche aussi voire une personne et demie en plus. Okay. Donc ouais, là le magasin change de dimension aussi. Et là par contre le produit, notre marque est bien présente dans le magasin et les gens viennent le chercher vraiment chez nous quoi. D'accord. Donc donc t'as un peu de management à gérer déjà aussi à l'époque de gens parce que tout le monde tient, les gens que tu recrutes, ça tient sans problème. Oui, on n'a jamais eu de vrais soucis. Alors
erreur ou pas, ça on le sait qu'après et à la fin de l'histoire, mais on a à chaque fois que j'ai pris des gens, c'est des gens dans mon réseau de connaissances, Ouais. des gens de confiance, voilà, validés par un petit peu aussi ce qu'ils faisaient eux, soit auparavant, soit sur des activités annexes. Donc voilà. Ouais, donc t'as jamais eu une mauvaise surprise de ce point de vue-là. Non, pas vraiment. Non. Ok. Ok. Là, on est en quelle année là où tu fais tout ça? Donc là, on est donc 2003 démarrage. On a déménagé, ouais, c'est ça, 2 ans après, hein, donc assez rapidement. Donc 2005-2006 déjà. Donc on change d'envergure. Et 2006, donc entre toutes activités confondues, tu fais à peu près combien de chiffre d'affaires pour toi à l'année en gros? Oh là, au niveau boutique, on doit être, je sais pas, peut-être 150 000 euros, voilà à peu près quoi. Ouais. Entre 100 000 et 150 000 euros à l'année. Ok. Voilà, c'est ça en gros. Ok. Donc pas mal pour une petite boutique comme ça déjà. Ouais. Ouais, J'ai c'est pas l'impression, mal. ouais. Ouais. Et après, le reste qui est des royalties qui te servent à Exactement. réinvestir en communication, en budget. Tout à Ok. fait. Ouais, exactement. Ok, 2005-2006. Vas-y, je te. La Bah suite. après c'est vrai que c'est les deux aventures qui évoluent en parallèle clairement. Donc le magasin continue de tourner, on évolue toujours avec aussi des conditions, si on rentre sur le côté un peu économique, des conditions avec les fournisseurs aussi qui s'améliorent parce que Ouais. voilà, on fait beaucoup plus de de volume, volume, donc ouais. on commence à être un peu plus considéré que quand on a commencé dans notre petite boutique. On commence à avoir du mobilier voilà, marqué Adidas, Ligue des Champions, Yes. Nike, etc. Donc voilà, notre magasin, il commence à vraiment la monter en gamme. Moi, au travers de ce que je peux faire pour le développement de Tip Top, je rencontre des joueurs, donc je ramène des maillots signés, des dédicaces pour le magasin et tout. Donc là, on a un magasin qui, alors c'est un peu le côté pervers, c'est que on a un magasin qui devient un peu musée aussi. Et du coup, alors on a de la fréquentation, beaucoup de fréquentation, mais on a beaucoup de fréquentation aussi pour voir ces maillots signés, pour voir les photos que j'affiche comme ça sur les murs, voilà. Mais bon, ça fait aussi toute notre réputation. Ouais. Les gamins, les jeunes et les moins jeunes ont une certaine fierté d'acheter des choses chez K2 Foot plutôt que chez GoSport. J'ai acheté des chaussures chez K2 Foot, mon maillot je l'ai eu chez K2 Foot, parce que c'était le nom du magasin K2 Foot, je l'ai pas précisé. D'accord. Mais voilà, c'est on crée cette identité et un espèce de mini club du foot là au sein de cette boutique qui est assez intéressant. C'est déjà une communauté avant l'heure en fait. Exactement, non exactement, c'est exactement ça. Ok. On a une espèce de communauté avant l'heure et puis on arrive à fidéliser. On commence aussi à sponsoriser certains clubs. Donc on est c'était sympa. Ouais, donc tu fais ta place complètement à Rouen, avec en plus la légitimité de tes voyages, des signatures. Toi, t'en prends plein la mirette en plus, j'imagine. Ouais, complètement. Ouais, là, il y a toute une période un peu folle où, au-delà des événements autour des compétitions, des matchs de foot, voilà, je suis aussi convié à des jubilés, par exemple. Je me rappelle de ce jubilé de Georges Weah auquel j'étais invité. Où je rencontre Zidane, je rencontre Didier Drogba. Il y a eu un match aussi à Rouen organisé entre les anciennes gloires de l'Algérie contre des people. C'était un match caritatif. Donc quand vous rencontrez Rabat Madjer, quand vous rencontrez, c'est que des moments extraordinaires. Et à chaque fois, je ramène mes produits, je les présente et il est accueilli avec grand plaisir. Et voilà. Et tout ça, ce sont des moyens de visibilité pour la marque qui sont hyper importants. Donc là, on est toujours sur cette chaussette en élastomère. On n'est pas encore monté sur l'univers du protège tibia. Non. Et donc ça, alors. Bon, encore une fois, rien d'extraordinaire, si ce n'est effectivement cette croissance fulgurante au niveau des maintiens et puis les magasins aussi qui se passent bien, parce que là je dis les magasins, au bout d'un certain temps, on a idée de franchiser nos boutiques. Donc on crée une première boutique type à Évreux, voilà, parce qu'on identifie un petit marché à Évreux, donc même histoire qu'à Rouen, c'est-à-dire qu'on prend une petite surface, on s'installe et puis voilà. Et à ce moment-là, effectivement, tout de suite, on a une bande de jeunes rouennais qui s'installent à Toulouse et qui souhaitent ouvrir un magasin K2 Foot à Toulouse. Donc on crée avec eux une première franchise K2 Foot.
Délire, ok. Voilà. Donc ça, c'est là, on est vers 2000, entre 2008, ouais, c'est ça, 2008-2010. Donc on fait tout ça sur 2 ans. C'est assez rapide, assez brusque même, parce que du coup là, on a pas mal de choses. Hein. Forcément, là, on multiplie les points de vente, on multiplie les ressources humaines, on multiplie le management et on multiplie aussi les soucis. Bah oui, c'est ça. Qu'on voit pas venir, et donc parce que stock, parce que facture à payer, etc. Donc on prend beaucoup de choses pour nous, même pour la franchise, parce que là on est face à des gens qui débutent dans la profession, donc on doit être à leur côté pour passer les premières commandes, etc. Mais voilà, il y a des choses sur lesquelles ils sont autonomes, et donc ils nous font aussi prendre des risques. Donc voilà, c'est très très intensif sur ces 2 ans-là. Ça veut dire que du coup ton besoin en fonds de roulement grossit, il se prend une claque, non? Oui, c'est ça? Oui, complètement. Ouais. Là, il prend une vraie claque. Donc là, la pression sur le chiffre d'affaires et sur les ventes, elle est très importante. Ouais. Ok. Et ça, c'est quelle période à peu près Là, voilà, on est encore une fois, on est entre 2008 et 2010. Ok. Voilà, donc, mais malgré tout se passe bien. Il y a un super beau magasin dans une galerie marchande à Toulouse qui s'appelle Cas de Foot, et ça, vraiment, pour nous, c'est encore un aboutissement extraordinaire. Ok. Et puis, nos 2 magasins, celui de Rouen, celui d'Évreux, qui commencent à bien tourner. Voilà. Donc, on va dire que là, tout est au vert. Tout se passe bien. Plus de pression parce que plus de masse, mais bien sûr. Mais ça beaucoup de déplacements, etc. Donc moi qui m'occupe de tout ça. Ouais. Et puis à chaque fois, voilà, des personnes à gérer sur les différents magasins. En tout, ça fait combien de personnes à peu près, tous ces 3 magasins ensemble? À ce moment-là, il y a 3 à Toulouse, 1 à Évreux et 2,5, on va dire, à Rouen, quoi. Ok. Donc ça commence à faire 8 personnes à peu près. Ouais. Et les fiches de paye, la compta, tout ça, comment tu fais à l'époque? Eh ben là, c'est Virginie de l'autre côté qui elle qui met les mains dedans. Qui trime. Ouais, tout à fait. Parce que ça aussi, c'est un sujet. Ouais. Exactement. Ouais. Donc elle vraiment, elle s'est toujours occupée effectivement de l'exploitation, de l'opérationnel, et puis de gérer un petit peu toute cette partie administrative. Et gestion d'entreprise. Ouais, qui est indispensable, mais ultra... qui est primordial. Qui est chiante. Primordial. Ok, 2010, on arrive gentiment dans ces années-là. On arrive dans les années 2010, et là, là c'est la vie, c'est comme ça, je tombe malade. Donc un pépin qui n'était pas prévu du tout, hein, comme toute maladie, qui me mobilise et qui m'immobilise, et voilà. Donc c'est vrai que là, quand on parle d'homme clé, voilà, on en a vu toute la signification. C'est vrai que moi qui pilotais un peu tout ça, je crois que j'ai dû être absent un bon mois et demi, avec un magasin qui démarrait presque, à Évreux et tout ça. Donc voilà. Donc là, on a commencé à avoir certaines difficultés liées justement du coup à un petit manque de management, du coup, un manque de liaison entre tout ça. C'est clair, le dénominateur commun était pas là, donc ça a été un peu compliqué à gérer. D'accord, donc toi tu chopes un truc qui te cloue. Ouais, qui me cloue carrément, avec tes traitements et tout. Enfin voilà. Lourd. Ok. Je peux pas assumer là. Je peux pas être là. Ouais. Clairement. Très rapidement, j'essaie de le faire à distance. En étant cloué à la maison, mais bon, c'est pas la vérité. Ça, c'est pas la réalité. Du coup, ça se délite un peu, c'est ça Donc du coup, ça se délite un peu. Ouais. Et puis voilà, c'est vrai que j'ai eu quelque chose d'assez important. Donc c'est le moment aussi où je fais un peu de rétrospective sur tout ce qui s'est passé, tout le chemin parcouru. On va dire que ce truc-là arrive là à un moment où c'est pas le moment quoi. Et puis en même temps nécessaire, c'est le moment que j'ai pas voulu me donner pour faire le point. Ouais. Voilà. Je comprends. Donc là, ça arrive un peu de force. Ouais. Et oui, c'est ça. C'est que finalement, toi, tu disais, j'ai le temps, on verra. Ouais. Et d'un coup, tu te retrouves obligé de réfléchir parce que c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc mettre tout à plat et se dire bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait quoi. On peut le dire. Ce que t'as eu, je sais pas ce que t'as eu. C'est un truc. Ouais, je l'ai très très rarement dit, mais c'est une tumeur maligne. Ah putain, c'est pour laquelle j'ai été
j'ai été donc soigné, etc. Donc oui, ouais, ça a été quand même assez lourd. Donc là effectivement, on se pose. Ouais, tu t'es pas cassé la jambe, quoi. Non, là c'était Ouais, vraiment c'est ça. Ouais, c'est... des choses qui vous travaillent. Je viens d'avoir mon deuxième enfant en plus. Ouais. Avec ma femme, on vient d'avoir le deuxième enfant. Là, en 2010, à ce moment-là, ouais. À ce moment-là, ouais. Donc, ouais, bien sûr. Ok, ouais. Qui a 1 an à peine. Donc là, c'est ouais, on se pose beaucoup de questions. Alors donc, voilà, je suis immobilisé un peu pendant ce temps-là, et puis je pense qu'il y a le voilà l'écho se fait un peu comme quoi peut-être il manque un petit peu le capitaine dans le bateau. Ouais. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai un concurrent qui se présente. Okay. Et qui dit tiens, moi je suis en train d'essayer de me développer, ça m'intéresserait de vous racheter vos boutiques. D'accord. Bon, mes réflexions plus cette opportunité-là, j'en parle avec Virginie qui elle et du coup vous imaginez bien, elle est dans le soutien, oui. elle assume un peu toute seule et je la vois en plus de s'occuper des enfants. Ouais. Donc voilà, donc on a une discussion très sérieuse sur ce qu'on a envie de faire et puis là on est en fin 2010, début 2011 et on décide de vendre. Donc tu vends les magasins ? Alors on vend les magasins. Ok. Et on garde notre produit TipTop. Ok. Voilà. Sachant que le produit TipTop, lui, il est géré de manière personnelle, on va dire. Ouais. Parce qu'il nous ramène des redevances sur l'exploitation de mon brevet et de ma marque. Ouais. Donc on vend l'activité magasin. Un concurrent en plus pour le souvenir, c'est un ancien joueur de foot professionnel qui nous fait cette offre. D'accord. Stéphane Ziani, un joueur nantais. Et donc lui qui est en train de développer par contre à ce moment-là une grosse plateforme internet de vente d'articles de football. Ouais. Donc nous rachète notre clientèle, notre base client, et donc on travaille pendant 1 an avec lui pour donc assurer cette transition. Ok. Et l'aider à organiser tout ça. Donc vous prenez un chèque quand même à l'époque ? On prend pas forcément un chèque, enfin on prend un chèque, mais qui nous permet de tout solder ce qu'on a à solder en termes de prêts. T'as des encours. Ouais. Exactement, Ouais. Comme ça on solde tous nos encours. Et oui, du coup on sort un petit peu avec un petit peu j'allais dire de surplus grâce voilà au bail commercial sur lequel on avait capitalisé rue aux Juifs notamment. Donc voilà, on s'en sort très très bien. Ok, ouais. Mais parce que une fois que tu as vendu ça, comme vous êtes tous les deux entrepreneurs, il n'y a pas si quel chômage là, donc tu vis comment après Voilà, donc le petit surplus qu'on a lorsqu'on vend, on vit avec ça, et puis après il y a notre TipTop qui nous ramène un petit peu de sous. Et ça suffit. Mais voilà, ça suffit qu'un tout petit temps, il faut vite retrouver une activité. Alors vas-y, raconte. Donc il faut vite trouver une activité. Bon, sachant qu'on a quand même travaillé 1 an, on était salarié 1 an. Avec le repreneur des magasins. Avec le repreneur des magasins. Ce qui nous donne un petit chômage quand même par la suite. Mais voilà, on n'est pas, Virginie et moi, on n'est pas du tout du tempérament de vivre sur nos acquis comme ça. Donc voilà, c'est là où moi donc je me réoriente. Ouais. Et que je commence une vie dans l'accompagnement au développement des entreprises. D'accord. Donc je me fais recruter par l'agence de développement du département. Donc là, vraiment dans du pur développement économique, à amener tout ce qui est aide publique aux entreprises en développement sur le département. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Et puis pendant ce temps-là, Virginie s'occupe des enfants. Voilà. D'accord. Elle décide de faire un break. Une pause pour s'occuper. Pause pour s'occuper des enfants, etc. Donc là, on est en 2013 du coup, 2014. Ouais, c'est ça, oui à peu près, ouais, c'est ça, 2014, 2015. Donc là, toi, tu changes complètement de casquette, c'est-à-dire que d'un coup, tu as le mandat du département pour aller rencontrer les boîtes en leur nom. Je suis salarié par le départ. C'est ça. Voilà. C'est quoi le point commun avec ce que tu faisais avant où tu développais toi-même une boîte, c'est-à-dire que tu sais. Je passe de l'autre côté de la barrière. Ouais, c'est ça. Là, je rencontre que des entreprises qui ont des projets, soit de recrutement, soit des projets d'investissement immobilier, de développement, clairement. Et toi, tu viens leur donner du cash alors ? Et moi, je viens combler un manque de financement que le département, la région amène lorsqu'une entreprise est saine et que son projet tient la route. D'accord. Voilà. C'est ça en fait. Donc
voilà, je suis replongé dans un petit peu dans la dynamique, développement d'entreprise, etc. Et ce qui est génial, c'est que j'ai un vrai... Enfin, on parle la même langue, en fait. Oui. Et Ouais. voilà, les chefs d'entreprise que je rencontre, d'ailleurs, apprécient beaucoup ça. Le fait d'avoir quelqu'un qui est de l'administration, mais qui comprend complètement les enjeux de l'entrepreneur. Et ça, c'est assez valorisant. Tu veux te faire du réseau aussi à l'époque, j'imagine, du coup, non? Et ça fait énormément de réseaux, bien sûr. Et là, on est on est dans le réseau de tout ce qui est accompagnement, donc les chambres de commerce, la région, BPI, enfin voilà, tous ces organismes de financement d'entreprise. Ok. Donc ça dure 3 ans et il y a un moment où tu vas te lancer TipTop, Alors, du coup, non? En Comment il fait, arrive ouais, c'est ça. En fait, on est 2014-2015. Ouais. Bon, Virginie, voilà, ça recommence un petit peu à la titiller de vouloir reprendre une activité, Ouais. etc. Donc là, pour le coup, passé toutes ces années où on a laissé notre produit donc fabriqué par un licencié, d'ailleurs par plusieurs licenciés, parce que on en a eu plusieurs, on a cette idée de se dire bon bah tiens, TipTop, pourquoi on le récupérerait pas? Donc on crée une petite entreprise, une petite SASU, donc une entreprise à associé unique pour Virginie, et pour récupérer le TipTop, le maintien TipTop. Donc on retrouve un fabricant et donc de la maison, de manière complètement artisanale. D'accord. Elle reçoit les produits, elle les personnalise et elle les envoie. Donc on a une petite structure avec un site internet qui permet à nos clients donc de personnaliser les maintiens. Et Virginie s'occupe de tout ça derrière le PC. D'accord, donc vous arrêtez la distribution comme tu l'avais commencé bien des années en amont, Tout à fait. en 2001-2003 là. Oui. Ça revient à la maison, Exactement. mais dites, il y a du volume quand même quand vous reprenez ça, non? Alors non, parce que en fait, quand on décide d'arrêter, il y a plusieurs phénomènes qui se croisent. C'est-à-dire que là déjà, les volumes de vente commencent à baisser parce que il y a beaucoup de produits concurrents qui sont arrivés. Oui. Les grandes marques, Adidas, Nike, même Decathlon qui nous vendaient, donc a créé son propre produit. Donc déjà les volumes avaient sacrément baissé. Et puis il y a un autre truc qui s'est passé, c'est que nous, en arrêtant de travailler sous forme de licence, forcément nos licenciés qui avaient des stocks ont liquidé au maximum et donc ont complètement gavé ces revendeurs. Donc difficile pour nous derrière d'arriver avec un nouveau produit, alors avec aussi plein de couleurs, parce que là les couleurs du coup étaient réglementées par les lois FIFA, Fédé, etc. Donc nous on avait anticipé la chose en proposant de la couleur, mais difficile d'arriver avec de la couleur alors que les GoSport, les centrales d'achat étaient gavés de produits qu'ils avaient rachetés en déstockage. Donc quand on arrive, quand on crée notre petite structure, on est vraiment sur des volumes très confidentiels où on fait quasiment que de la vente individuelle. Ok. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça aussi qu'on reprend tranquillement et que Virginie peut le gérer en montant en puissance gentiment, quoi. Ok. Voilà. Donc là on est en 2015. On crée la structure et on a cette entreprise à la maison. Ouais, c'est ça, dans le garage, quoi. Exactement. Ok. Ouais. Et donc toi, si j'ai bien compris, tu continues ton job pour Seine-Maritime Expansion. Alors là, moi, je suis encore chez Seine-Maritime Expansion, effectivement. Ouais. Donc voilà, donc je suis l'activité d'un petit peu plus loin. J'en parle beaucoup le soir en rentrant à la maison avec Virginie. Et puis. Et elle vend via un site web ? Elle vend via un site web. Là, elle est complètement, quasiment à 100%. Enfin, elle est à 80% Internet et 20% encore avec quelques petits magasins indépendants, revendeurs, voilà. Et comment donc c'est vous qui le codez vous-même, le site web ? Comment tu... Non, là, dès le départ, on a pris une agence, on prend une agence de Rouen qui nous développe un petit site internet. Et puis, ouais. Qui est encore, qui est l'actuel d'ailleurs, aujourd'hui sur le côté non connecté de ce qu'on propose. Et comment tu le références, ton site à l'époque ? Parce que c'est du temps, tout ça aussi, pour que tu sois visible sur Internet ? Eh ben, on fait tout ce qu'on fait encore aujourd'hui, c'est-à-dire le référencement naturel, à la main, les publications réseau, etc. On le fait nous-mêmes. Et puis après, effectivement, sur tout ce qui est un peu plus touchy, AdWords, etc. Ça, on le fait faire par. Ah, vous achetez un peu de trafic ? Ouais, exactement. On fait de l'achat de trafic, ouais, tout à fait. Ok. Ouais. Bon, après, vous savez compter tous les deux, donc j'imagine que ouais. Ok, vu. Donc ça, c'est parti. Aujourd'hui, c'est combien de volume de vente à peu près aujourd'hui par an ? Pas en chiffre d'affaires, mais plus en volume d'expédiés.
là aujourd'hui, alors il y a eu donc en 2015, il y a les maintiens. Ouais. Si on reste que sur les maintiens, je sais pas, c'est peut-être 2000, 3000, oui, allez, on va dire grosso modo 4000, parce que je crois qu'aujourd'hui on fait autant de maintien que de protège tibia. Donc on est à peu près sur 4000 paires de maintien, 4000 paires de protège tibia à peu près. Ah ouais, c'est ça, on est en 2015. Vous reprenez Ouais. l'activité, Oui. vous lancez le site web, vous le référencez, Oui. et à un moment vous dites, mais en fait ça va pas suffire, il nous faut un truc en plus avant. Exactement. D'accord, C'est vas-y, exactement ça. Ok. Donc 2015 les maintiens. Dès 2016, on se dit tiens, ce serait bien d'ajouter un produit sous la gamme. Ouais. Et donc là, on crée le premier protège tibia. Ouais, c'est vrai que c'est logique en même temps. Voilà, c'est vraiment logique. Surtout qu'on part d'un constat, c'est que sur tout ce qui est protège tibia personnalisé, il y a une offre qui existe, mais qui n'est pas du tout destinée aux petits footballeurs du dimanche, aux footballeurs amateurs. Les seuls protège tibia personnalisés qu'on trouve, c'est des protège tibia en carbone à 300 €, etc. Ouais. Donc inaccessibles. Et donc là, c'est là où vient l'idée de créer notre propre protège tibia. Donc c'est celui qui est toujours vendu aujourd'hui. Donc là, le principe est simple. Le futur utilisateur vient sur le site internet, envoie l'image qu'il veut mettre sur son protège tibia pour le personnaliser. Donc ça peut être Dragon Ball Z, Zinedine Zidane, comme son chien Pépito. Exactement. Et vous, tes équipes, le mettez sur le support et l'expédiez par la poste. Tout à fait. Ouais. Ok. Même plus simplement, on a un outil de personnalisation sur le site où c'est le client qui va créer son image. Bien sûr, on est là comme assistant aussi au besoin, mais c'est vraiment le principe. Ouais. Ok, donc ça vous permet de... Alors toi, tu continues ton activité chez Seine-Maritime ? Moi, je suis toujours Seine-Maritime Expansion, et effectivement, je crois que même là, on est en train de tourner parce qu'il y a une loi qui sort et qui redistribue les compétences des collectivités. Donc le département perd la compétence économique. Ouais. Donc tous les salariés qui étaient liés à la compétence économique chez Seine-Maritime Expansion sont licenciés, dont moi. Et donc par contre, moi, je suis repris par la région, qui donc elle récupère la compétence économique et crée une agence de développement économique. Et donc j'ai la chance d'être repris par la région à ce moment-là. D'accord. Voilà, donc là on est en 2016, c'est ça, 2016 à peu près. Yes. Donc ça correspond à peu près à la sortie aussi du protège tibia personnalisé. Ouais. D'accord, ok. Protège tibia, donc ça prend. Toi, tu même topo que les maintiens, c'est-à-dire que là pour l'instant il n'y a que Virginie là-dessus. Moi je m'occupe pendant mes heures perdues entre guillemets le soir et le week-end de la visibilité que je peux faire sur ces protège tibia là. Donc je reprends contact avec tous les joueurs de foot professionnels, qui adhèrent tout de suite. J'ai vu, il y en a un qui a des diamants, je crois. Tu lui remets en main propre sur une vidéo sur internet. Pierre-Emerick Aubameyang, avec qui on travaille depuis qu'il était à Saint-Etienne. Entre-temps, donc il a fait Dortmund, il a fait donc Arsenal, et donc lui, il faut savoir que c'est vraiment un ambassadeur historique parce qu'il porte des maintiens depuis qu'il est joueur de foot professionnel. Top. Et donc là, moi, je le recontacte à ce moment-là en disant tiens, on a sorti des protèges tibia, est-ce que tu veux essayer ? Et lui, c'est vraiment le côté pratico-pratique parce que à cette époque-là, il porte plus de protège tibia. D'accord. Parce qu'il fait des réactions allergiques. Donc suite au contact de la mousse et de sa peau, et donc il porte plus de protège tibia. Alors il a ses techniques à lui, faudra lui demander comment il faisait pour se protéger. Mais en tout cas il adhère à notre protège tibia et il l'adopte tout de suite. Et c'est vraiment le gros ambassadeur chez nous de protège tibia personnalisé. Ok, donc toi tu refais ce même travail que tu avais fait avec la chaussette à l'époque. Exactement. D'aller chercher des gros... Sauf que là il y a les réseaux, il y a les réseaux sociaux et c'est beaucoup plus simple. Et là ça change tout. Exactement. Et ouais, tu deviens viral. Et là on devient viral et beaucoup plus simple d'optimiser sur ce genre d'action. Ok. Ça va être l'heure que tu nous parles de l'innovation. Oui, complètement. Donc quasiment dans le même temps, on est sur 6 mois, 8 mois de vente du protège tibia classique. Et là tout de suite on se pose et on se dit il démarre bien, mais je pense que là-dessus il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée et qu'il y a du monde qui va arriver sur ce marché-là. Et tu as l'expérience de la chaussette en plus. Exactement. Donc c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut amener, quelle valeur ajoutée on peut amener à ce produit pour lui assurer une vraie pérennité et lancer une vraie activité entre guillemets aussi pour à l'époque Virginie qui est toute seule sur cette activité-là.
Et ben là, on s'intéresse à tout ce qui se fait sur le tracking GPS, parce qu'on voit des brassières GPS portées par un peu tous les sportifs, et notamment dans le foot. Ça arrive beaucoup dans le foot. On se dit, mais tiens, pourquoi on n'essaierait pas d'insérer de la technologie dans le protège tibia? Et là, s'ensuit une grosse période de recherche et développement. Donc une première phase pour laquelle d'ailleurs je demande l'autorisation à l'ADN pour lancer un tel projet, parce que je suis quand même salarié du public à cette époque-là. Ouais. Donc il faut faire attention au conflit d'intérêts. Donc je demande à l'ADN qui accepte que je mobilise une aide BPI, donc pour ce qu'on appelle la bourse French Tech, et qui me permet de faire une maquette de ce que pourrait être le protège tibia connecté. Voilà. Mais tout à fait comme ça. Alors les questions sont légitimes au départ, mais pourquoi tu fais ça? Tu veux quitter ton poste, etc. Mais je dis non, je veux pas quitter mon poste, mais si j'arrive à faire si jamais j'allais dire la petite étude est satisfaisante, ma femme pourra exploiter cette innovation et puis prendre le relais, voilà. Donc on part comme ça, l'étude se fait et puis très rapidement on voit que ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner et le fait d'avoir eu cette bourse French Tech, d'avoir tout de suite aussi quelques marques d'intérêt, parce que là tout de suite il y a des gens qui voient ça et qui disent tiens, ça m'intéresse, j'investirais bien là-dedans. Et c'est un petit peu les premières fois que j'entends ces mots-là par rapport à nos projets. Ouais, d'un coup tu deviens glamour, quoi. T'amènes de la tech dans un produit en plastique. Ouais, tout à fait. Et là je me dis tiens, là on tient quelque chose, quoi. Ouais. Donc on décide d'aller plus loin et puis voilà, à le montrer un peu, à voir un petit peu comment ça pourrait être développé. Et puis voilà, moi c'est vrai que je suis pas dans une situation très confortable pour le faire, encore une fois, en étant à l'AD. Mais voilà, donc c'est un petit peu là dans un coin de bureau. Et puis simplement en parlant, à un moment donné je me dis ça peut pas rester sur le coin de la table. Et puis je commence à sonder un petit peu au niveau des aides, comme c'est ma partie, donc je commence à regarder les aides qui pourraient être associées à ça pour le développement et tout. Dans mon réseau, comme ça, dans la discussion avec un bureau d'études, voilà, et qui me dit qu'il est capable de réaliser ce genre de choses et tout. Donc après ça va très vite. Et puis c'est-à-dire que toi, dans tes missions, quand tu rencontres des clients ou quoi, t'en parles aussi non, t'as pas le droit, non, pas du tout, non, c'est pas très mais voilà, c'est il y a énormément d'événements, de manifestations pendant quand on travaille dans ce genre de réseau. Et il y a il y a beaucoup d'occasions où vous revoyez des entreprises que vous accompagnez, par exemple, qui voilà, dans un contexte complètement neutre, j'allais dire, autour d'un verre, vous discutez, et en dehors de ça, qu'est-ce que vous faites, etc. Et c'est à ces occasions-là qu'on lâche un petit peu nos billes. Et là, vous avez quelqu'un d'un bureau d'études qui dit mais tiens, c'est intéressant, j'aimerais bien regarder. Comment on fait? Parce qu'on peut être parano aussi à se dire j'ai une super idée, on va me la piquer. Si j'en parle trop, non? T'as pas eu ce problème-là, ou vous avez pas pensé à ça? Ouais, mais bon, je suis déjà dans des démarches où j'ai vécu l'expérience avec le premier produit, c'est-à-dire que j'ai déjà déposé des trucs, j'ai déjà j'ai déjà entamé des espèces de protections pour pas que ça m'échappe, quoi. Donc effectivement, t'as l'expérience qui te permet de Exactement. OK. Donc tu lèves un peu d'argent t'es financé par BPI, c'est ça, pour ta R&D? Par BPI pour ça. De l'autre côté, il y a Virginie qui commence à travailler un petit peu sur le sujet. Et très rapidement, je commence à avoir des devis de réalisation de prototypes fonctionnels, etc. Et c'est à partir de là où les choses se concrétisent un peu, là, quand même. D'accord. Là, on a 2 bureaux d'études qui vous disent oui, mais nous, ça on sait faire. Voilà ce que ça coûtera. Là j'ai dû présenter un petit peu ces projets là à des potentiels financeurs.
et qu'on adhéré. Donc je me suis là, déjà là, on est en 2018 et je me positionne clairement dans la réalisation de ce projet-là. Donc je sonde effectivement ma direction au niveau de l'AD en disant voilà, j'ai tel projet, j'aimerais bien le lancer, mais quelles sont mes possibilités de passage peut-être en temps partiel ou des choses comme ça. Donc voilà. Bon là, on passe sur des réglementations de déontologie et tout. Donc et voilà, très clairement et de manière très transparente et très honnête, on me dit bon, ça va être difficile de mener les deux en même temps. Donc il faut réfléchir. Il faut faire un choix. Ok. Donc là pour le coup, j'accélère un peu pour voir vraiment ce qu'il y a dans le ventre de ce projet-là et j'aborde vraiment là de manière très frontale la partie financement. Okay. En allant voir la banque déjà. Et quand la banque vous dit oui, j'y vais, il y a juste à trouver après ce que je sais faire, c'est-à-dire trouver les compléments de financement. Et partout où je vais, on me dit nous on est capable de suivre. Par contre, quelle position tu as sur le projet? Okay. Voilà. Donc voilà. Donc on arrive très vite à ce choix de dire voilà, il faut que je parte d'un sens ou dans l'autre, mais je pourrais pas faire les deux en même temps. Donc là, ça y est, t'as décidé. À partir du moment où la banque te dit ok, c'est bon, nous on y croit, on suit. Déjà, t'avais un des plus gros freins du financement. On a déjà un gros frein du financement, ce qui nous permet de lancer le projet. C'est-à-dire vraiment de lancer la réalisation, de lancer la R&D. Là, on est à peu près, on est quasiment en juillet, je crois, juillet 2018. Ok. Un petit peu avant. Et tout va très vite. J'ai un prototype fonctionnel au bout de 3-4 mois. Alors, un prototype, c'est-à-dire, donc bon, on a compris, c'est un protège tibia avec de la matière GPS dedans. Exactement. Et une appli sur le smartphone. Et déjà une connexion avec le smartphone pour regarder l'activité des capteurs. Alors, il te remonte quoi du coup ton capteur? Il me remonte des courbes d'activité et puis il me remonte déjà des premières données comme distance parcourue. Distance parcourue. Ouais, distance parcourue et vitesse. Vitesse, voilà, ok. Voilà. Avant de venir te voir, je disais à un copain que je venais de voir et il me dit mais c'est dingue, son produit c'est super, il va nous dire si il y a eu faute ou pas faute. Je dis je sais pas, peut-être pas encore. On pourrait sortir les chocs, mais bon. Ça viendra. De là à dire que c'est un coup de pied, faut vraiment. Ouais, parce que t'as le ballon qui peut taper là aussi. Mais il y a le ballon qui peut taper là, et puis un coup, il peut être porté exactement à l'endroit du protège tibia, mais il peut être porté en dessous, en au-dessus. Oui, tu peux avoir faute autre chose. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc là, toi, tu vas remonter de la donnée data, exactement combien de mètres t'as couru, l'intensité de la course. Tout de suite, on est sur au moins les données équivalentes de ce que peuvent amener les brassières GPS. Ok. Voilà. Et ça, pour les clubs et pour les sportifs, c'est de la valeur data qui leur servira derrière à mieux se comprendre. À visualiser déjà ce qui s'est passé, visualiser les performances. Ok. Et donc, du coup, quand on les visualise, on les historise, on les compare, et donc on peut les améliorer. D'accord. C'est vraiment ça le but du jeu, quoi. Ok. Mais aussi très rapidement, le choix d'avoir voulu mettre ces capteurs dans le protège tibia, c'est pas non plus juste histoire de rendre la technologie transparente. C'est aussi d'avoir une autre fonctionnalité que les GPS qui sont dans le dos. En étant dans la jambe, je me dis mais du coup on pourrait aussi analyser les mouvements et les gestes du footballeur. Ce serait ça la vraie valeur ajoutée. D'accord. Ouais. Donc on y place non seulement du GPS, mais on y place aussi tout ce qui sert à traquer le geste. Donc une centrale inertielle complète avec accéléromètre, gyroscope, magnétomètre. Voilà, l'analyse vraiment 3D de ce qui se passe au niveau de la jambe. D'accord, donc et là ça change tout. Okay. Et là ça change tout. Et là, voilà, le projet il prend quand même une autre dimension avec beaucoup de valeur ajoutée. Et là, pour aller au bout de tout ça, il faut passer par une levée de fonds. Bien sûr. Ouais. Alors vas-y, raconte ta levée de fonds. Et là, en gros, on est fin 2018. J'ai fait le choix d'arrêter l'activité à l'ADN et de rentrer dans une vraie démarche de levée de fonds. Okay. Donc, elle démarre fin 2018. Et fin 2018, j'ai un premier contact avec la structure Normandie Business Angel, où là, je commence déjà un roadshow de présentation ou de pitch sur les 3 structures Normandie Business Angel de Rouen, Le Havre et Caen. Ok. Donc c'est assez intensif. Puis quand on l'a jamais fait, c'est un peu sport quand même.
autant dire que le premier pitch, il est nul. Ouais, c'est ça. Ouais, il est nul. Ok. On vous le fait comprendre, mais c'est dommage, on s'attendait à mieux quand même. Mhm. Donc, force de conviction, pas extraordinaire. Et puis, on connaît pas le public. On sait pas quel niveau d'information ils ont, etc. Enfin, voilà, plein d'inconnus et on est jeté comme ça dans l'arène. Alors, c'est quoi les premières fois? T'as 5-6 mecs en face de toi? C'est 12. 12. Ouais. Ok. Premier pitch, 12 gars qui sont là, qui sont des entrepreneurs, anciens entrepreneurs ou voilà, salariés de haut niveau à la retraite. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, en face de toi, t'as des mecs qui ont pu être des grands cadres de la Exactement, banque ouais. ou le super boucher du coin qui a bien vendu, quoi. Ouais, exactement. Bon, plus grand cadre et Quand même. ingénieur, ouais. Ok. Ou voire entrepreneur. Donc ça, et là vous venez défendre voilà le fait que vous avez besoin de 300 000 euros pour parvenir à finaliser un projet, une recherche et développement qui est en cours, que vous avez déjà amorcé. Et eux, ils te passent sur le gris dans ces cas-là? Et là vous êtes épluché complètement. Ouais. D'accord. C'est ok, clair. ouais. Alors là où c'est bien, c'est qu'effectivement le premier vous êtes un peu démuni, Mm. mais plus vous avancez et plus Ouais. vous avez des réponses Ouais, et tu t'habitues aux questions à... sur lesquelles, bon voilà. Mais bon, moi je suis pas non plus d'un tempérament à inventer des réponses ou voilà, quand je sais pas. T'as raison, ouais, bah, Et je le dis. D'ailleurs, c'est vraiment le comportement qu'il faut avoir je crois, ouais. plutôt que d'essayer de bricoler une réponse. Et voilà, et au fur et à mesure, en fait, on apprend à travailler justement ça. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est vraiment du challenge de projet. Et donc, c'est pas... il faut le prendre vraiment comme de la bienveillance. Quand tu dis on, c'est que c'est Virginie et toi, vous avez une aide? Il y a un mec qui te coach, une équipe, des gens qui... Alors au tout début, non, il n'y a pas de coaching particulier. Vraiment, moi, j'y vais, voilà, de manière brute, on va dire. Ouais. La seule expérience que j'ai, c'est d'avoir participé à des pitchs de start-up, Ouais. alors devant des investisseurs, et de voir un petit peu justement comment il fallait présenter. Parce que ce qui est marrant, c'est que j'avais jamais pitché, mais pourtant avais j'étais dans écouté. des comités de passage de pitch de start-up et j'étais là dans la critique. Mm. Alors beaucoup plus sur le modèle économique, des choses comme ça, qui étaient de ma partie, que sur l'innovation, des choses comme ça, quoi. Mais voilà, pour avoir participé à pas mal de pitch, ça me donnait aussi des éléments des notions de présentation. Donc tu passes dans la moulinette des business angels, Voilà, donc tu te fais un peu la main. exactement. Donc Rouen, Le Havre et puis Caen. Ouais. Et puis ça monte en puissance, hein. Et puis c'est de mieux en mieux. Autant Rouen, on sort de Rouen avec peut-être deux trois business angels qui sont prêts, chauds. qui sont un petit peu chauds. Le Havre là, c'est presque la moitié. Et puis arrivé à Caen, là on fait presque un beau pitch qui convainc pas mal l'assemblée, etc. Donc sorti de tout ça, on se retrouve avec une douzaine de business angels qui sont prêts à investir sur le projet. Ok. Voilà. Donc eux, ils rentrent et ce sera les seuls ou du coup tu te sers de ces business angels qui sont d'un premier étage pour aller adresser des fonds? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que le fait d'avoir convaincu ces business angels qui sont prêts à y aller, il faut savoir qu'eux sont sous convention avec le fonds régional d'investissement, donc Normandie Participation, Ok. qui est le fonds public d'investissement. Ok. Et donc, ça leur permet, eux, d'instruire un dossier et de le porter à connaissance de Normandie Participation. Ouais, c'était grands électeurs quoi. Voilà. Et du coup, Normandie Participation a pas cette responsabilité d'instruction de dossier Ok. qui est déjà faite par Normandie Business Angel. Et donc, on va dire que ça facilite un peu les choses, même si on rentre quand même dans une devant un comité, etc. On vient pitcher aussi devant Normandie Participation, donc tout reste à faire. Mais voilà. T'as Il y a passé quand même un une filtre. première, il Ouais. y a quand même une première barrière qui est assez intéressante, qui est assez favorable. Ok. Donc, quand je passe par contre chez Normandie Participation, qui sont mes collègues de l'ADN, Oui, en plus, ouais. donc ouais. forcément là, j'ai quitté à ce moment-là l'ADN. Donc, on se retrouve là début 2019, où donc je me retrouve à pitcher devant mes anciens collègues qui sont complètement impartials et voilà. Donc, c'est d'autant plus compliqué pour moi parce Ouais. qu'il n'y a pas du tout de favoritisme. Donc là, il faut que j'arrive à convaincre à nouveau pour compléter la somme qui manque sur la levée de fonds. D'accord, parce que t'as pas tout ce que tu voulais déjà. Ah non, parce qu'il faut savoir que les business angels, on est sur un budget,
même s'ils sont 12, ce sont des entre guillemets petites contributions qui vont de 2000 à 10 000 euros. Donc c'est ça. là, j'ai réussi, allez, je le sais pas encore, mais j'ai réussi à peut-être à collecter 50 000 euros à tout casser. Et on est Mais ces 50 000 euros là, ils permettent d'aller chercher potentiellement 150 000 euros auprès de la région. Et toi, c'est ce que tu vises à l'époque? Alors, moi, je vise de toute façon, je vise un peu plus de 250 000 euros. Ouais. C'est le montant, c'est la somme qu'il me faut pour arriver à financer le solde de ma recherche et développement. Ouais. Donc oui, c'est l'objectif. Et entre-temps, je rencontre aussi le fonds du Crédit Agricole. Ouais. Voilà, qui est la seule banque à avoir un fonds d'investissement au capital des entreprises et qui aussi me suit. D'accord. Donc avant même décision de Normandie Participation. Tu commences à être super bon en pitch. Ouais, carrément, c'est exactement ça. Donc j'ai Normandie Business Angel et j'ai aussi le Crédit Agricole qui me suit dans les mêmes proportions. Ok. Donc là, clairement, il me manque 150 000 euros. Ok. Donc les 150 000 euros, pour moi, ils sont auprès de la région, quoi. Ok. Et t'argumentes ça? Donc j'argumente ça, je viens avec ces valeurs-là. En amont aussi, j'ai fait un dossier d'accompagnement auprès une demande d'accompagnement de la BPI. Okay. Voilà, pour solliciter un prêt de financement de l'innovation. Donc qui lui, par contre, est soumis à des fonds propres équivalents dans l'entreprise. Donc il faut absolument que j'ai réalisé cette levée de fonds pour avoir droit. C'est un miroir. Exactement, okay. Exactement. Donc voilà, mais comme c'est passé avant mon passage chez Normandie Participation, effectivement, c'est aussi en ma faveur, en disant que BPI a validé, mais sous réserve de l'obtention de la levée complète. Donc là, tu nous parles de 150 000, mais moi j'ai lu sur internet que tu as levé 554 000 euros. Ça. Donc c'est. Tout mis bout à bout, le prêt bancaire de 100 000 euros, la levée auprès de Normandie Business Angel d'un peu plus de 50 000 euros, le Crédit Agricole de 50 000 euros, la BPI avec un prêt d'innovation de 160 000 euros. Et puis, donc du coup, 294 000 euros exactement de miroir. Voilà, miroir avec Normandie Participation. Et puis, j'ai aussi du coup un bureau d'études qui m'accompagne, qui a aussi un petit peu mis au capital, un cabinet d'innovation aussi qui me suit, qui a mis. Ça a dû être sport quand même, tous ces gens-là, la période. Ouais. À la fin, pour clôturer tout ça, pour dire là, voilà, le démarrage des premières discussions en termes de levée avec les business angels, c'est juste un petit peu avant les vacances d'été. Ouais. Donc c'est août, juillet-août. Ce ne sont que des discussions. Début des pitchs vers le mois de septembre-octobre. Ok. Et on arrive en closing au mois de mars. Wow. Ouais. Donc c'est un sacré périple quand même. Noël est tendu. Avec Noël est tendu parce qu'on y pense et oui. Et ouais c'est Ok. Donc forcément là quand alors, techniquement ça veut dire quoi? T'as 554 000 euros qui t'arrivent en mars sur le compte chèque de la boîte? C'est ça. Donc on a alors moins les 100 000 de Balabank qui étaient déjà là. Mais en gros, voilà, tu prends une photo de ton compte chèque, non? Ouais, carrément, ouais. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Ouais. Non. T'as un plan d'investissement qui est carré. Ouais, qui est carré. Il y a déjà une bonne partie qui part pour vraiment terminer la R&D rapidement, commencer à nous structurer, sortir l'activité de la maison, arriver dans les bureaux dans lesquels on est, prendre un premier salarié aussi, parce que dans le même temps, on a l'activité sur les maintiens et les protèges tibia personnalisés qui commence à prendre. On commence à être un petit peu à l'aise sur tout ce qui est communication, web marketing, etc. Donc voilà, tout ça dynamise un petit peu l'activité. Ouais. Et donc du coup, on commence à se structurer. Ouais. Et puis on arrive là très rapidement à un prototype fonctionnel. On fait déjà les premiers essais avec le centre de formation du Havre sur la catégorie U19. Donc voilà, là ça accélère très très franchement. Ouais. Ok. Là tu as des plans de production, c'est-à-dire que maintenant que ta R&D est en cours de finalisation, tu sais déjà dire que tu vas produire des unités à une date à peu près? Alors là on est encore sur cette période-là, en début d'année, on est encore en test et c'est vraiment au mois de mai, juin, au moment où on fait les tests grandeur nature avec des centres de formation. Que là on commence à effectivement avoir des idées.
Ah, on a l'iPhone C'est de qui s'est Bakary mis qui... Vous inquiétez, c'est normal. Et donc c'est à ce moment-là, donc on est à peu près en juin, ouais, Ouais, que là on commence à faire un tour des industriels ok. en Normandie pour voir lequel serait le mieux capé pour fabriquer nos produits. Et oui, Mm. d'accord. Ça, c'est la vidéo que j'ai été voir sur Internet où Mm. tu trouves donc dans la région de Caen, c'est ça? C'est ça. L'industriel qui va être capable de suivre. Exactement. Bah, clairement, on consulte 3 industriels qui avaient déjà travaillé avec notre bureau d'études. Ok. Donc on rencontre Bosch, on rencontre Alliancis, qui est un autre aussi du côté d'Honfleur, Ouais. et Ceprolec, qui est à Vire. Et donc c'est avec Ceprolec qu'on Que tu fais. Ok. contractualise. Ok. Et bah c'est une sacrée histoire tout ça. Ouais. Je sais pas si on a encore beaucoup de temps parce qu'on a dû dépasser l'heure que. Ouais, à mon avis. Ouais. J'ai encore plein de trucs à te demander, mais je crois qu'on va faire ça dans une autre fois parce que là, Ouais. on a quand même bien raconté l'histoire. C'est surtout l'histoire. Ouais, c'est vrai que là, l'histoire, elle est quand même assez riche. Et puis là, on Mm. est quand même passé, est élevé, vous êtes un peu sécurisé, et maintenant. Tout à fait. J'ai l'impression Donc que c'est un peu la maintenant, partie facile par rapport à tout ce que tu nous as raconté avant. Ouais, enfin facile. Peut-être pas quand même, hein. Non, il y a tout ce qui est. Il y a plein de choses nouvelles là qui arrivent, comme l'industrialisation. Ouais. C'est un chantier incroyable. Voilà, on n'a pas de compétences techniques en interne, donc on se fait accompagner au maximum par les bureaux d'études qui nous ont réalisé les j'allais dire la R&D, etc. Mais voilà, c'est mettre un produit sur le marché, et un produit techno en l'occurrence, Ouais. avec tout ce qu'il y a de certification, de process de fabrication, Ouais. voilà, de qualité, enfin il y a plein de choses complètement nouvelles qu'on aborde. Donc alors c'est super enrichissant, super passionnant, mais voilà, il faut savoir maintenant programmer tout ça, et il y a toute une phase de transition avant d'arriver à intégrer des compétences techniques en interne qui vont gérer tout ça. Donc voilà, c'est une transition un peu lourde. Donc là, tes prochains challenges, c'est de recruter des gens, c'est ça en interne? Tout à fait, ouais. Bah là, le prochain challenge, c'est de réaliser clairement les premières ventes. Ouais. Là, on a fait des pré-ventes qu'on doit livrer dès que les produits sont disponibles. Ils sont en cours de sortie. On va être en mesure de livrer, je pense, courant janvier. Et donc de montrer très rapidement l'attraction du marché. Ouais. Donc vendre autant en B2C qu'en B2B. Ou B2B2C, ouais. Voilà, et derrière ça, enchaîner tout de suite sur la prochaine levée de fonds, de manière à structurer très rapidement l'entreprise. Qui va vendre, c'est toi? C'est beaucoup moi qui vais vendre sur le B2B, Ouais. donc en direct avec des clubs, les centres de formation, les académies, etc. Et en B2C, on va être exclusivement sur le net. Ouais, d'accord. Ou sur des marketplaces, non? Alors pas forcément tout de suite, mais déjà sur notre site à nous. Seulement, ça va suffire, tu penses? Je sais pas, mais en tout cas pour l'épreuve de marché, oui. Ok. Ouais, oui. ouais. Pour des marchés. Et puis on n'est pas sur des volumes aujourd'hui qui permettent encore de partager nos marges. Donc on va attendre d'avoir du volume pour Ouais, t'as raison. Ouais. pour déployer autrement. Ouais. Ok. Donc ça, la vente, et toi, tu vas récupérer donc en savoir-faire, des gens techniques quoi, qui vont être capables de t'aider sur tout ce qui est brevet, tous ces trucs-là. Enfin, pas brevet, mais Plus normes. maintenance applicative. Ah oui, d'accord, On a ouais. tous nos développements sur d'autres algorithmes qu'on propose déjà aujourd'hui, mais voilà, on a notamment des chantiers sur le domaine de la santé, prévention des blessures. On a pas mal de choses à amener en termes de conseils sur l'amélioration de la performance. Voilà, plein de modèles existants, par exemple sur la qualité du sommeil, la qualité de nutrition, etc. Autant de choses qu'on a à amener sur l'application et aider le footballeur à s'améliorer. Eh ben en fait, tu peux carrément dépasser le cadre du football là, avec ton produit. Complètement, on pourrait. On se refuse d'y penser ou d'y travailler pour l'instant parce que c'est prématuré et on a besoin de monter en compétence sur un secteur aujourd'hui qui est nouveau pour nous, l'analyse de la data. Mhm. Mais demain, oui, c'est le but de généraliser un peu plus. Ouais. Ah, tu peux adresser le médical et alors là, ouais, ok, ouais. Complètement. Il y a une sacrée histoire à raconter. Tout à fait. Ok, Bakary, je te remercie beaucoup parce qu'on va arrêter. Alors pas tout de suite, mais bientôt. Il y a plein de choses encore à raconter sur ce que tu nous as dit là. C'est sûr.
L'histoire est magnifique, donc je vais revenir te voir dans quelques années pour que tu nous racontes comment ça s'est passé, cette vente, la développement de ce marché. Bien sûr. J'aurais bien voulu te poser la question des KPI, mais je pense que ce sera pour la prochaine fois. On va te laisser gérer un peu les fonds. Pas de problème. On a eu pas mal de réponses à des questions que je t'ai pas posées, mais tu les as eues toutes seules. Tout seul, pardon. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'amuse le plus dans ce que tu fais là maintenant que t'as levé, que t'es dans les bureaux Voilà, là, ce qui m'amuse le plus, c'est de gérer toutes les marques d'intérêt par rapport à notre projet. Pourtant, on a un produit qui n'est pas encore sorti, mais ne serait-ce que l'idée, voilà, tout le monde la trouve passionnante. Bon, il y a quand même des images de ce qu'on fait, etc. Donc les gens visualisent, mais c'est toute cette voilà, les gens ont hâte d'essayer, de découvrir le produit, d'être en contact avec lui, et du coup ça crée beaucoup d'opportunités, de communication, de rencontres avec des médias, etc. Et ça, j'avoue que c'est quand même assez plaisant. C'est plutôt plaisant. On va faire un peu de pub, on va y aller. Sur quel site on doit se rendre pour acheter ce produit? Alors voilà, on a créé un site exclusif pour découvrir cette offre. Donc c'est tiptop, TIBTOP-connect avec 2n.com. Voilà, c'est TipTop Connect. tiptopconnect.com, je le mettrai dans la description pour que les gens puissent aller cliquer dessus. Donc ça, ce qui t'amuse, c'est la partie com, ça va être assez sympa. Qu'est-ce qui t'ennuie le plus? Parce qu'il y a forcément un truc qui est pas rigolo. Alors, ce qui m'ennuie, c'est l'importance qu'on donne aux chiffres. Alors les chiffres sont importants, c'est vrai, en termes de cap à respecter, en termes d'objectifs à atteindre. Mais effectivement, cette notion, alors je peux comprendre que ce soit important, même pour un investisseur. Mais effectivement, je trouve que on met beaucoup trop d'importance sur des choses en plus qui sont le nom le montre, hein, le mot prévisionnel. Voilà, il veut dire ce qu'il veut dire. Mais alors lui accorder autant d'importance, je trouve ça un peu dommage. Ouais. Voilà. T'as une fréquence de reporting obligatoire, c'est ça, non? Bien sûr, oui, non, mais ça, et ça, c'est encore une fois, c'est complètement normal. Mais voilà, qu'on s'attelle à ce qui a été réalisé. Mais se projeter autant sur l'avenir et discuter de chiffres, voilà, qui n'ont que pour valeur, que de prévisionnel. Pour moi, c'est un peu ennuyant. Mais bon, c'est un passage obligatoire. Obligatoire, vu. Quelle est ta vision à 3 ans de ton produit, de ton marché Bon, on a un objectif alors qui aujourd'hui, justement, on parlait de prévisionnel, mais sur un business plan, on a une vision très volontairement pessimiste par rapport à un marché qui est colossal, mais tout ça pour être réaliste et plutôt être surpris dans le bon sens. Mais à 3 ans, pour moi, il faut déjà qu'on soit un des leaders de l'analyse de la data dans le foot, surtout auprès du grand public, du footballeur amateur et des centres de formation. Parce qu'aujourd'hui, on estime que c'est là où il y a une place à se faire. Ok. Donc leader dans 3 ans de la data connectée du foot. Exactement. Ok, bon, rendez-vous, ça c'est voilà, bon. Le rendez-vous est pris. Est-ce que tu auras un contenu à recommander, quelque chose que tu aimes bien à partager aux gens qui nous écoutent, un livre, une musique? Oui, alors j'ai pas le titre en vraiment en tête là, mais un livre qui est celui du fondateur de Nike. Ok. Je suis désolé, j'ai un trou de mémoire, j'ai pas le titre. Non, on va chercher, on va le trouver. Voilà, vous cherchez là le fondateur de Nike qui a écrit un super livre. Tu l'as lu, donc c'est un bouquin que tu as lu? C'est un bouquin que je suis en train de lire. Ok. Qui est d'une inspiration incroyable et voilà, qui montre qu'effectivement il faut croire en ses entre guillemets en ses rêves et puis aussi laisser le destin aussi un peu faire les choses. Il y a plein de choses que ce soit dans une vie d'entrepreneur ou dans une vie classique, plein de choses qu'on maîtrise pas. Yes. Et je crois qu'il faut, voilà, il y a des choses qui arrivent, il faut apprendre à les passer et s'en servir. C'est un peu bateau, hein, ce que je dis, mais voilà, ce livre est une super référence et une très belle histoire. Alors c'est une success story aussi, hein, mais il y a plein d'anecdotes assez marrantes et voir d'où vient Nike. Ok, vu, promis, ça je vais le mettre dedans. Sur le monde merveilleux du web, où est-ce qu'on te contacte, Bakary ?
Oh bah on me trouve un peu... on est très réseaux sociaux nous, mais Ok. LinkedIn, on a un profil d'entreprise, TipTop VBCam, mais aussi personnel. Donc voilà, je tiens très à jour tout ça et j'essaie de publier toutes les informations sérieuses liées au projet par mail. Je l'ai dit tout à l'heure, becam@mytiptop.com. Ok. Et puis voilà, page Facebook, réseau Facebook, Instagram, on est partout. Bon, on va partager Voilà. tout ça. Bakary, je te remercie énormément pour ton temps, pour Merci à toi. tes explications, ta transparence. J'ai envie de dire longue vie au TipTop connecté, parce que c'est une Merci. sacrée histoire quand même. C'est Ton clair. parcours est complètement dingue et le produit et la vision, je te souhaite d'être le leader dans 3 ans de ce marché. Merci. Je vais lire avec attention le bouquin du fondateur de Nike, parce que je pense qu'effectivement, il y a des trucs à prendre là-dedans. Tout à fait. Ouais. Bakary, on va se revoir forcément dans quelques années. Avec grand plaisir. Merci à toi, à très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu, vous pouvez m'aider à le faire connaître en vous abonnant sur iTunes, Spotify ou Deezer. Pensez à noter 5 étoiles ce podcast sur iTunes et n'hésitez pas à partager à 2 personnes de votre entourage. Pour me contacter, envoyez-moi un email à l'adresse contact@cibpodcast.com. À bientôt.